Bonjour tout le monde. Alors, à l'occasion du 2 avril, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce qu'elle me touche vraiment personnellement. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Il se trouve que je suis autiste moi-même et du coup, j'avais envie de vous parler à la fois de mon expérience personnelle et des mythes qui circulent encore beaucoup sur l'autisme, en France en particulier. Pour commencer, l'autisme n'est pas une maladie. C'est simplement une manière différente de fonctionner. Une manière différente de penser, une manière différente de ressentir, une manière différente de se connecter aux autres et de s'exprimer. En particulier, une manière différente d'exprimer et de verbaliser ses émotions. Les autistes ne sont pas des surdoués en soi. La population en termes de QI, les autistes se répartit à peu près comme la moyenne de la population. Mais là où l'autisme est un handicap, c'est dans la difficulté d'adaptation au monde dans lequel on fonctionne, qui n'est pas du tout conçu pour des personnes autistes, en particulier pour des autistes qui peuvent, sans aucun accompagnement, ou dans les pires cas, même avec accompagnement, ne jamais parler, ne jamais être verbaux. L'autisme dans notre société vient rarement seul et souvent accompagné de nombreuses comorbidités qui résultent en une baisse de l'espérance de vie assez importante. D'après des études récentes, l'espérance de vie des autistes est inférieure de 30 ans à peu près à la moyenne de la population. Et ça, c'est le résultat de ces comorbidités. Ça peut être la dépression, l'insomnie. Dans l'enfance, beaucoup plus d'accidents que pour des enfants non autistes. Il y a beaucoup de problèmes gastro-intestinaux qui sont liés en particulier du coup à la répétition dans ce qu'on mange et au fait de ne pas manger assez divers et à varier, mais aussi lié à la difficulté à se rendre en hôpital, à la différence dans le ressenti de la souffrance, de la douleur, à la difficulté à l'exprimer, à identifier quelque chose d'anormal, à savoir quand aller demander de l'aide. Voilà, il y a beaucoup d'aspects comme ça qui rendent la survie d'une personne autiste beaucoup plus compliquée que pour une personne non autiste. Dans mon cas, je connais très bien l'insomnie, la dépression, et les grandes spécificités dans ce que je mange, la difficulté à traiter tout ce qui est administratif, à faire des démarches, à répondre au téléphone. Tout ça, ce sont des problèmes quotidiens pour moi, incluant aussi la gestion du stress. Voilà, tout ça, c'est des gros problèmes pour moi. Être autiste en France aujourd'hui, c'est aussi avoir une très faible chance d'avoir un emploi. Il n'y a pas des données extrêmement précises, mais apparemment on est quelque chose comme 5% des autistes qui ont un emploi chez les adultes. C'est beaucoup plus élevé dans certains pays anglo-saxons, on est à plus de 50% en Australie, et même lorsqu'on a un emploi, il est en général très en dessous des qualifications et des capacités, il est souvent à temps partiel, donc avec des grosses difficultés pour survivre. Dans mon cas, j'ai une reconnaissance de handicap. À chaque fois que j'ai travaillé, j'ai fait un burn-out après coup qui dure entre 1 et 2 ans. Donc je vous dis pas les complications, le stress et l'angoisse que ça me génère. Et aujourd'hui, si j'arrive à survivre, c'est uniquement parce que j'ai ce statut de handicap. J'essaye de résoudre le problème, mais c'est très compliqué dans la société où on vit. Je ne peux pas travailler sans aménagement. J'ai essayé plein de fois. À chaque fois, ça se finit mal. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir sur le moyen long terme. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau ne sert à rien, que je ne peux pas contribuer positivement. C'est extrêmement frustrant. C'est très dévalorisant aussi de savoir que je n'arrive pas à faire quelque chose de si simple pourtant pour tellement de gens. Et c'est vrai que c'est aussi très compliqué financièrement du coup parce que je vis avec des ressources qui sont très très limitées et c'est par exemple quasiment impossible pour moi de trouver un logement seul. Voilà, c'est mon quotidien. Donc peut-être pour vous simplifier la vie, aussi si jamais vous rencontrez autour de vous des personnes autistes, dans les bases de comment faire, comment se comporter, il y a des choses aussi simples que de ne pas parler par exemple d'une personne avec autisme. Vous n'êtes pas une personne avec normalité si vous êtes normaux. On ne se décrit pas comme ça. Je suis autiste comme nous sommes humains. C'est mon identité, c'est qui je suis. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose d'externe. Si j'étais pas autiste, je serais pas moi. C'est simplement ma réalité. N'oubliez pas aussi que même si nous pouvons paraître froids ou bizarres, nous avons des émotions, souvent plus intenses, plus fortes, plus difficiles à gérer que la majorité des gens. Simplement, nous ne les exprimons pas de la même manière. Dans mon cas, j'essaye d'adapter la manière dont j'exprime ce que je ressens pour que ça soit accessible aux gens autour de moi. C'est pas toujours facile, j'ai pas toujours moi-même conscience de ce que je ressens. Ça me demande énormément d'efforts. Et beaucoup de personnes comme moi ne sont pas capables de le faire. Donc, ne jamais assumer qu'on s'en fout, qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'a pas d'attachement. Mais l'intensité émotionnelle peut être insupportable pour des autistes. Et il vaut mieux simplement demander explicitement
plutôt que d'assumer quoi que ce soit. Simplement parce que la forme d'expression est différente que chez la majorité des gens, ce qui est la raison pour laquelle souvent à l'école et plus tard dans la vie, les autistes subissent énormément de brimades, d'attaques, d'insultes, de violences. Et c'est le cas en particulier dans les relations amoureuses, où les autistes sont particulièrement vulnérables aux manipulateurs, aux menteurs, aux personnes, par exemple psychopathes ou aux pervers narcissiques, simplement parce que nous n'avons pas les clés pour intuitivement identifier les personnes qui mentent, qui sont dangereuses et qui cherchent à obtenir quelque chose. Ce qui est normal, ça s'apprend quand on est humain, et pour un autiste, ça peut être beaucoup plus difficile à apprendre et à intégrer, à comprendre, parce que souvent, la logique de ce que font la plupart des humains, la logique de ce qui est normal, nous échappe complètement. Il y a beaucoup de choses que je comprends maintenant, mais qui sont pour moi totalement absurdes, qui ne font sens que à cause de la manière émotionnelle de fonctionner de la plupart des gens. Et même en le sachant, c'est quelque chose que je dois toujours me rappeler consciemment. Donc être autiste, comme vous voyez, c'est beaucoup de choses compliquées et qui sont source de souffrance, mais c'est aussi beaucoup de choses positives. Je pense différemment de la plupart des gens, et du coup ça me fait voir le monde et beaucoup de choses sous un angle différent. Il y a souvent des passions très intenses quand on est autiste, il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir plein, c'est mon cas. Je vois bien que je vis et que je ressens le monde de manière très différente de la plupart des gens, et que ça m'apporte vraiment une originalité. J'ai quelque chose à apporter aux discussions à cause de cette différence de ressenti, de vécu, de manière de penser et de manière de fonctionner. Beaucoup d'autistes peuvent se décrire comme des aliens ou des ethnologues en train d'observer les humains et leurs coutumes bizarres. Et c'est mon cas. Ma passion à moi, c'est les êtres humains, c'est comprendre comment on fonctionne, pourquoi les choses sont comme elles sont, questionner en permanence la normalité, ce qui est accepté. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt finalement de vivre et mon plaisir pour moi, c'est de réfléchir. Donc ça, c'est mon cas à moi. Avoir un enfant autiste, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile, en particulier pour des parents qui ne sont pas autistes, qui n'y connaissent pas grand-chose, qui peuvent avoir l'impression que leur enfant n'aura pas de chance dans la vie, qu'ils ne peuvent pas l'aider, que leur enfant n'exprime pas des émotions. Et c'est peut-être le point le plus important et le dernier auquel je voulais venir, et celui auquel nous pouvons tous contribuer positivement, c'est que nous avons une particularité en France. Nous avons 20 ou 30 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Et la raison de ce retard, elle est spécifique à la France, et c'est la psychanalyse. Loin de moi le fait de vouloir accuser tous les soignants qui utilisent la psychanalyse. Je pense clairement que la plupart d'entre eux ont de bonnes intentions et veulent vraiment aider. Mais à ce stade, tous les travaux en recherche en psychologie et la pratique ont montré que nous avons des méthodes qui peuvent aider les autistes à s'intégrer et surtout qui expliquent et donnent vraiment une boîte à outils à la fois aux autistes, à leur entourage, d'améliorer les choses. Malheureusement en France, nous avons l'esprit gaulois et dans la communauté des psychologues, en général de la psychologie, de la psychiatrie, l'essentiel aujourd'hui des personnes ont été et sont formées avec la psychanalyse à l'université, dans toutes les formations, soit sous le parapluie de la psychanalyse, soit carrément directement avec essentiellement de la psychanalyse. Ce que ça fait, c'est que les personnes qui vont aider les parents, les autistes, le font avec des outils totalement inadaptés, dont on a la preuve que ça ne marche pas, dont l'interprétation de l'autisme est tout simplement fausse. Pendant longtemps, ça a été l'idée de mère frigidaire, donc les parents qui seraient responsables. On s'est rendu compte avec le temps qu'en général, c'est simplement parce que l'autisme étant de 50 à 80% génétique, les parents sont souvent autistes eux-mêmes, même sans le savoir. Du coup, c'est pas la cause. Voilà, la corrélation n'est pas la causalité. Donc mon coup de gueule du jour, c'est vraiment contre cette pratique, contre la psychanalyse. Malgré les progrès qu'on a fait en France, on a encore énormément de retard. Il n'y a quasiment aucun traitement, accompagnement, aide spécifique pour les adultes. Et même si ça s'est amélioré pour les enfants, l'essentiel est encore fait avec le parapluie de la psychanalyse qui n'est pas une médecine, c'est une pseudo-science. L'autisme ne se guérit pas, on est autiste, on meurt autiste. Tout ce qu'on peut faire, c'est acquérir des outils et des manières de faire qui nous permettent de mieux nous adapter et de mieux nous en sortir, de mieux comprendre dans quel monde on vit et d'aider les personnes autour de nous à nous comprendre nous et à réagir de manière plus productive. Il y a aujourd'hui en France des groupes qui essayent de mettre en avant justement la pratique de la psychologie basée sur des évidences, qui vient essentiellement du monde anglo-saxon, tout simplement parce que c'est eux qui ont fait ce travail non idéologique d'identification des bases neurologiques, génétiques et autres de l'autisme, et du coup qui ont proposé des outils adaptés aujourd'hui. Ce sont des outils aussi simples que, par exemple, ne pas passer par le verbal pour résoudre certains problèmes, pour communiquer, mais faire des calendriers, donner des outils pour permettre aux enfants et puis aux adultes d'organiser leur temps, leurs pensées,
leurs tâches. Parce qu'une des difficultés dans l'autisme, c'est des troubles de la fonction exécutive, à savoir la capacité à prioriser les tâches, à s'organiser, à les planifier, à les exécuter et à les mener jusqu'au bout, à gérer son stress, à gérer la pression. Moi, c'est quelque chose qui a été un problème dans mon dernier emploi où j'ai pas pu gérer ça correctement. Et on n'a pas su m'accompagner correctement malgré toute la bonne volonté, et il y en avait. Tout ça pour dire qu'on a des outils pour permettre aux autistes, et il faut le faire le plus tôt possible dans l'enfance, de comprendre le monde autour d'eux, de comprendre les logiques qui leur échappent, de comprendre comment exprimer leurs besoins, leurs envies, leurs limites, de comprendre leurs émotions, de comprendre leur corps, de comprendre pourquoi il y a ces différences, pourquoi c'est difficile. Et tout ça, c'est un énorme travail. C'est quelque chose qui peut donner une chance nettement plus grande aux autistes de s'en sortir. Et ça passe aussi par les connaissances des personnes autour et du reste de la société. Et je peux vous dire que quand j'étais au Canada, ça m'a marqué de voir à quel point, quand je disais que j'étais autiste, les gens autour de moi disaient « Ah, ok, je connais ». Puis ils s'adaptaient directement. C'était simple, c'était facile. En France, souvent, je dois justifier, expliquer. Et souvent, pour les autistes, c'est très difficile de parler de soi, de parler de son autisme, de parler de ce que ça implique. Parce qu'une des choses que souvent les gens disent, c'est « Ah, mais tout le monde est un peu autiste ». La réalité, c'est non. C'est comme de dire « Tout le monde est un petit peu dépressif ». Alors, tout le monde connaît des moments où on n'est pas bien, on connaît des moments où on a du mal, par exemple, à gérer ses papiers administratifs. On a du mal avec toutes ces choses-là, en fait. Simplement, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours, c'est pas 24 heures sur 24. Ça détruit pas votre vie en général. Il n'y a pas tout ça combiné que vous devez gérer en même temps. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça veut dire que vous aussi, vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. Voilà, donc ça c'était vraiment mon coup de gueule sur la psychanalyse qui n'a plus sa place aujourd'hui dans la pratique médicale et de la santé mentale. J'appelle de tous mes voeux sa disparition parce que simplement elle n'est pas capable de prouver son efficacité et qu'on a la preuve de son inefficacité dans le cas de l'autisme. J'ai hâte qu'il y ait plus d'accompagnants, de psychologues, de psychiatres, de médecins qui soient formés sur ces questions de l'autisme, qui connaissent ces questions-là, qui soient capables de l'identifier, qui puissent proposer un accompagnement adapté. J'ai hâte que ça soit prise en charge par l'État parce que c'est ça qui va permettre aussi à notre société de bénéficier de la manière de fonctionner, de penser des autistes qui ont beaucoup apporté à la société. On a souvent envie de faire notre part et c'est souvent impossible pour des raisons d'environnement, de contexte, d'histoire de vie et du monde dans lequel on vit. Voilà. Ça reste mon expérience. Je tiens à rappeler qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Je m'appuie à la fois sur la recherche sur la question, à la fois sur mon expérience personnelle. Et la prochaine fois que vous rencontrez une personne qui est autiste ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est autiste, rappelez-vous de simplement poser des questions, demander si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas, plutôt que d'assumer. Parce qu'en général, chez les autistes, c'est là où les intuitions classiques ne fonctionnent pas. Et d'accepter les limitations des personnes que vous avez en face. Et si vous êtes dans le monde du soin, n'hésitez pas à chercher des formations adaptées. N'hésitez pas à vous renseigner sur justement quelles sont les méthodes qui sont validées scientifiquement. N'hésitez pas à chercher de l'aide auprès d'associations d'autistes qui sont faites par des autistes et menées par des autistes, c'est important. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Rappelez-vous que les autistes sont des humains comme les autres, au moins sur le fait que nous ne supportons pas la solitude en tant que telle. Nous avons besoin d'être entourés, mais simplement pas de la même manière que la plupart des gens. Pas sous la même forme. Là encore, ça varie en fonction des personnes, ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. Donc, le plus simple, c'est toujours de demander. Allez, prenez soin de vous et des autres.